Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures de ce mercredi 17 mars. Les titres de l'actualité. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a retiré ce matin sa carte d'électeur. Également dans l'actualité de ce 15 heures, le Real Madrid en quart de finale de la Ligue des Champions. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a retiré ce matin sa carte d'électeur au district de Djibouti. Le chef de l'État s'est volontiers astreint à ce déplacement pour encourager nos compatriotes à faire de même et d'être ainsi en phase dans le cadre du scrutin présidentiel du 9 avril prochain avec leur devoir civique de voter. Nul doute aussi qu'à travers sa volonté de retirer personnellement sa carte d'électeur, le président Guelleh affiche son engagement et détermination à ancrer davantage d'ancrer davantage la pratique démocratique dans notre pays. Candidat à sa succession, Ismaël Omar Guelleh, avec une dizaine de jours plus tôt, remis par le biais de son directeur de campagne son dossier de candidature à l'autorité nationale compétente, en l'occurrence le ministère de l'Intérieur. Bien qu'il souhaitait tirer sa révérence à l'issue du mandat en cours, le président de la République s'est résolu à briguer une dernière fois la magistrature suprême au prolongement d'importantes manifestations populaires requérant la poursuite de son action à la tête de notre pays. Les jeunes composantes majoritaires de notre pays se situent au premier front de ces mobilisations populaires, relayant l'attachement de notre société au leadership politique en place chez nous. Le processus de retrait des cartes d'électeurs pour les scrutins présidentiels djiboutiens est ouvert jusqu'à la date du 8 avril, outre le président de la République qui représentera pour la majorité présidentielle l'UMP. M. Zakaria Ismail Farah, candidat indépendant, est également en liste pour la présidentielle djiboutienne d'avril 2021. À l'approche de ces élections présidentielles prévues le 9 avril prochain, une réunion de concertation s'est déroulée entre les responsables de la radio-télévision de Djibouti et la Commission nationale de la communication. C'était ce matin dans la salle de réunion de la radio-télévision de Djibouti. Co-présidé par le directeur général de la RTD, M. Mahmoud Suleiman Hared, et la présidente de la Commission nationale de communication, Mme Ouloufa Ismaël. Les échanges ont porté sur les dispositions à mettre en place pour l'élection présidentielle d'avril 2021. L'élection va opposer le candidat de l'UMP, Ismaël Omar Guelleh, et le candidat indépendant, Zakaria. Durant la rencontre, les discussions étaient soutenues entre les responsables de la RTD et les membres de cette commission. Comme à l'accoutumée, dans le cadre de la campagne électorale, la radio-télévision de Djibouti a proposé un vaste programme, notamment un journal spécial élection pour chaque langue, par des interventions audiovisuelles de sensibilisation avec un temps d'antenne identique pour chaque partie ont été abordée. La réunion s'est clôturée sur une note positive et accompagnée par les responsables de la RTD. Les membres ont constaté par une brève visite les capacités techniques audiovisuelles de la radio-télévision de Djibouti en compagnie du directeur général Mahmoud Suleiman Hared. Cette visite a eu lieu au sein du studio numérique de la radio-télévision de Djibouti, complètement
donc innover avec des matériels trop importants. La délégation de la Commission nationale de communication a à sa tête Mme Ouloufa Ismaël, donc c'est enquéri de visu cette visite. Eh bien, dans une brève intervention, la présidente de la Commission nationale de communication, Mme Ouloufa Ismaël, est revenue sur les points importants à l'ordre du jour dans cette réunion au sein de la radio-télévision de Djibouti. Voici ses propos. Oui, c'est vraiment un honneur pour moi de venir avec les commissaires de la CNC, donc l'organe de régulation de l'audiovisuel et de la presse. C'est vraiment un honneur d'être reçu par le directeur général de la RTD pour voir ensemble quelles seraient les conditions de programmation, de diffusion des prochaines campagnes, de la prochaine campagne électorale d'avril 2021, des élections d'avril 2021. Et donc il était essentiel que nous puissions mettre un point sur les conditions de travail sur lesquelles les journalistes doivent couvrir l'ensemble de la campagne électorale pour les deux candidats qui sont en lice et ou leurs représentants. Pour résumer un peu, le travail a été vraiment très fructueux. Nous nous sommes déjà entendus sur deux éléments, c'est quelles seraient les émissions proposées lors de cette campagne électorale. Et également, ces émissions seraient sur une règle qui a été validée par la CNC et la RTD, qui serait désormais la règle de l'équité qui a été choisie par rapport à la règle de l'égalité, parce que je rappelle que la règle de l'égalité, c'est par rapport aux moyens de chaque candidat et il nous fallait vraiment respecter les moyens de chacun. Et donc c'est la règle de l'équité qui a été mise en avant ensemble avec les journalistes et le directeur de la RTD. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'était que la CNC puisse avoir donc un local au sein même de la RTD pendant les 14 jours de la campagne électorale, et ceci pour garantir aux deux candidats ou leurs représentants des séquences de diffusion qu'ils auraient eux-mêmes choisies et analyser et voir avec eux que ces propos ne soient ni diffamatoires, ni ne doivent porter atteinte à la vie privée ou à la souveraineté de l'État. Donc la CNC sera garante de ces éléments aux côtés de la RTD et au sein des locaux de la RTD, où elle serait justement en charge de la diffusion, de la programmation, de l'ensemble des émissions et des séquences de la campagne électorale pour les deux candidats, et ce sur l'ensemble du territoire national. Le troisième point, c'est justement de garantir à tous les citoyens de pouvoir bénéficier d'une pluralité d'opinions politiques, de la diversité d'opinions politiques. Donc il faut que l'information atteint tous les citoyens dans la langue qu'ils maîtrisent, que ce soit les langues officielles comme le français ou l'arabe, ou que ce soit les langues vernaculaires comme le somali, l'afar, mais également donc, le dialecte arabe utilisé à Djibouti. Voilà les trois points essentiels, et vraiment on aura donc d'autres réunions avec les candidats que nous allons inviter à la CNC en présence du directeur de la RTD qui serait également avec nous pour répartir le temps d'antenne et l'ordre de passage. Merci beaucoup. Après Arta et Wea, le président de la commission électorale nationale indépendante, M. Farah Abdillahi Walié, accompagné des membres de son équipe, s'est rendu à Assadjouk, chef-lieu, et à Samo pour constater de visu l'état d'avancement de retrait des cartes d'électeurs. Le chef de la CENI, ses collaborateurs ont été reçus par le préfet de la région, Moussa Adenmigani, en présence des membres de la CENI locale. La délégation s'est entretenue avec le préfet des conditions de retrait des cartes électeurs. Le président de la CENI et son équipe ont par ailleurs discuté avec leurs collègues de la commission régionale de leur rôle essentiel qui consiste à veiller
à la transparence du scrutin présidentiel. À l'issue des discussions, le président de la CENI et ses accompagnateurs ont procédé à l'inspection dans les différents guichets de distribution des cartes électorales. Ils ont vérifié l'enregistrement électronique et le rythme de retrait des cartes électeurs par les habitants du chef-lieu. Après le chef-lieu, la délégation conduite par le président de la CENI, Farah Abdillahi Walié, et le préfet de la région, Moussa Damikane, s'est dirigé à la localité de Assamo pour également constater de visu les rythmes de retrait des cartes électorales de la population de cette localité de la région d'Ali Sabi. Et voilà qu'il nous ramène de parler de cette cérémonie de réception d'un don alimentaire composé essentiellement du riz qui a eu lieu ce matin dans les grands entrepôts de l'ONARS, l'Office national de l'assistance des réfugiés et des sinistrés. Cette cérémonie a vu la participation du ministre de l'Intérieur, Moumine Ahmad Cher, le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, de l'ambassadeur de la Chine à Djibouti, Zuo Lushang, du secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Darar, du secrétaire exécutif de la gestion des risques et des catastrophes, M. Madar, ainsi que le staff technique de l'ONARS. La valeur exacte de ce don de riz de 500 tonnes s'élève à près de 100 millions de nos francs et destiné aux populations en situation de précarité parmi les Djiboutiens. Les sinistrés vont ainsi donc avoir ce stock de l'ONARS, mais également apportera un soulagement immédiat aux plus nécessiteux. Ce geste fort louable de la République populaire de Chine en faveur de notre pays a trait des liens séculaires qui existent entre Djibouti et la République populaire de Chine. Face à des catastrophes naturelles telles que l'inondation pluviale et l'invasion acrédienne qui ont touché Djibouti, la question de la sécurité alimentaire s'est ainsi posée pour une grande partie de la population du pays. De plus, la pandémie Covid-19 a rendu cette situation encore plus difficile pour des dizaines de milliers de personnes dans le pays. En 2019, la Chine a déjà offert à Djibouti 3 grands lots de dons de riz étuvés en signe de solidarité. Aujourd'hui, le gouvernement chinois décide de fournir un nouveau don de 500 tonnes de riz au gouvernement djiboutien, ce qui démontre une fois de plus la fraternité et la solidarité qui lient nos deux gouvernements et nos deux peuples. Mesdames et messieurs, chers amis, l'année 2020 est une année hors de commun. Face à la pandémie inattendue, la Chine et Djibouti se sont toujours témoignés de l'entraide dans le combat commun, créant un modèle de solidarité entre les pays aux détails différents dans la lutte contre Covid-19. Durant la période la plus cruciale de la lutte chinoise contre ce Covid, Djibouti nous a témoigné de soutien précieux. De même, au moment où Djibouti est confronté à la propagation du virus, la Chine n'a pas manqué à l'appel et lui a offert d'importants soutiens sous différentes formes. Et pour sa part, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, a précisé que ce n'est pas la première fois que la Chine apporte son soutien à la République du Djibouti dans le cadre de sa lutte contre la précarité et surtout dans le cadre de la sécurité alimentaire. Voici ses propos. J'aimerais, au nom du gouvernement de Djibouti, adresser mes sincères remerciements au gouvernement et au peuple de la République populaire de Chine pour ce don précieux de 500 tonnes de riz étuvé. Ce n'est pas la première fois que la République populaire de Chine apporte son soutien à la République de Djibouti dans le cadre de la lutte contre la précarité et surtout dans le cadre de la sécurité alimentaire. La République populaire de Chine et la République de Djibouti entretiennent des relations solides d'amitié et de coopération
qui ont de multiples facettes. La sécurité alimentaire en est une. Mais j'aimerais à cette occasion pouvoir souligner le fait que le partenariat économique et social entre nos deux pays est un partenariat qui se décline en investissement. De nombreuses entreprises chinoises investissent beaucoup à Djibouti dans le domaine de la logistique portuaire. Nous avons également des entreprises chinoises qui viennent travailler dans le domaine de la promotion immobilière et dans d'autres secteurs encore. Au-delà de ces considérations, la République de Djibouti et la République populaire de Chine entretiennent des relations stratégiques. Ces relations stratégiques sont bénéfiques pour nos deux pays et nos deux peuples. Nous avons en perspective une coopération forte, une coopération solide, une coopération axée sur le bénéfice mutuel de nos deux populations. J'aimerais encore une fois adresser mes sincères remerciements à Monsieur l'ambassadeur, à toute son équipe à l'ambassade de la République populaire de Chine à Djibouti, à Monsieur le conseiller économique et tous ceux qui travaillent avec eux afin de faire avancer nos dossiers de coopération. Dans les prochains jours, nous allons également discuter à Tadjoura même sur le projet d'hôpital avec Monsieur l'ambassadeur et Monsieur le conseiller économique et nous allons dresser là-bas les nouveaux plans pour la construction de cet hôpital. Je crois que nous avançons de manière très juste, nous avançons de manière, je dirais, précise sur ces dossiers-là et nous souhaitons que la République populaire de Chine continue à appuyer tous les programmes de développement que nous sommes en train de développer. Je ne manquerai pas de terminer ma brève allocution sur la question des vaccins. Vous savez que la République populaire de Chine a octroyé sous forme de dons 200 000 doses de vaccins Sinovac qui vont arriver demain. Djibouti a acheté 100 000 doses, ce qui fera donc 300 000 doses de vaccins Sinovac qui arriveront à Djibouti. Encore un signe fort de l'amitié qui lie le peuple chinois et le peuple djiboutien. Et dans le cadre du projet du renforcement des enseignements et des apprentissages par les technologies de l'information et de la communication, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, et son collègue de la communication, Radouana Abdillahi Badon, ainsi que le ministre du Travail, Ismaël Ibrahim Roblé, respectivement en charge de la communication et du travail, ont effectué hier matin une visite au lycée d'État de Djibouti pour s'enquérir de l'état d'avancement des activités de la classe pilote. Au cours de la visite, le ministre de l'Éducation et ses collègues ont pu observer la mise en œuvre du test pilote et son explication et son exploitation en classe par des élèves et assister à des tests en ligne réalisés et au recueil des résultats obtenus par les élèves et des statistiques en temps réel. Agréablement surpris par ces constatations, les officiels ont chaleureusement félicité les élèves, les enseignants, les chefs d'établissement, les concepteurs, les conseillers pédagogiques, les développeurs et les inspecteurs qui n'ont ménagé aucun effort pour mener avec succès ces travaux de pilotage. Il faut rappeler que les expérimentations sont menées dans des classes pilotes et notamment au lycée d'État de Djibouti, au lycée Hodan, au lycée d'Ali Sabié et de Tadjoura, au collège d'enseignement moyen de Boulaous et à l'école primaire d'Anguilla. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a mis l'accent sur l'intérêt et l'importance de ce projet, cher au chef de l'État, qui en a tracé les grandes lignes dès 2014 au moment du lancement du programme Un enfant, une tablette. Voici les propos du ministre. Ce travail que vous voyez maintenant ici, c'est vraiment un travail où il y a eu énormément d'efforts depuis maintenant, ça fait 4 ans que le ministère travaille pour que ce projet puisse voir le jour. Et donc vraiment c'est quelque chose qui au début était pour nous quelque chose d'impossible, sinon très compliqué, très difficile à le réaliser.
Aujourd'hui, le fait que je vois, machallah, que vous tous, que ce soit les élèves de lycée ou également les collèges, mais également les écoles primaires, vous l'expérimentez, elle est réelle, elle est effective. Donc c'est quelque part un rêve qui se concrétise et qui s'est réalisé. Donc vraiment, je suis très content et très heureux de voir ce projet se concrétiser. Mais surtout, je vais vous rappeler vraiment les directives qui m'ont été données par le président de la République. Et mot pour mot, il m'a dit, je veux que mes enfants puissent étudier. Le curricula que nous avons opéré, c'est vraiment à part entière, le TIS fait partie de la discipline et vraiment, je voulais vraiment féliciter et remercier les jeunes développeurs djiboutiens qui sont au niveau du CRIPEN et qui travaillent avec bien sûr M. Abbas et qui ont développé cette application, bien sûr avec l'appui de l'inspection générale, des inspecteurs, des conseillers pédagogiques. Vraiment, c'est un travail d'équipe. En bref et en images, où le ministre de la Santé, Mohamed Ouassama Dirié, a reçu dans son cabinet une importante délégation égyptienne conduite par l'assistant du ministre des Affaires étrangères, chargé des affaires africaines, l'ambassadeur Sharif Issa. L'entretien s'est déroulé en présence de l'ambassadeur de Djibouti. En Égypte, Mohamedou Helsi et l'ambassadeur égyptien de Djibouti, Mohamed Mustafa Ourfi, aux côtés des principaux cadres et collaborateurs du ministre de la Santé. Le fil conducteur des discussions a porté sur les principaux axes de développement des relations bilatérales en matière de coopération sanitaire entre Djibouti et le Caire. Les deux parties ont passé en revue les futurs projets en collaboration, notamment la construction d'un complexe hospitalier d'une capacité de 120 lits, ainsi que le renforcement des échanges de compétences, à savoir des programmes conjoints, formation essentielle dans les métiers de santé. Je vous emmène à Obok, où la ville d'Obok a accueilli ce matin une délégation ministérielle conduite par le secrétaire d'État chargé de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, accompagné du secrétaire général du ministère du Travail, de la réforme de l'administration, Abdallah Ali, de l'inspecteur général du travail, Abdi Farah, de la sous-directrice Mme Khadiga Kamil. À son arrivée, la délégation fut accueillie par le préfet de la région, Abdul Malik Mohamed Banoïta, le président du conseil régional, Mohamed Hamad Ismail, et le député Kamil Hamad. Cette visite qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative d'emploi initiée par le président Guélé. Rappelons que suite à cette directive, le ministère du Travail a mis en place un programme intitulé « Dynamique pour l'emploi des régions ». C'est donc cette suite logique des actions entreprises du 8 au 17 mars que M. Aramis s'est rendu à Hayou. La cérémonie a eu lieu dans la salle de conférence du conseil régional de la ville d'Obok avec la participation des membres du comité multisectoriel régional d'approbation, antenne régionale de la LEFIP, et les 15 jeunes issus du tirage pour bénéficier de l'insertion professionnelle. Le secrétaire d'État a rendu publique la liste de 10 jeunes ayant été retenus suite au concours pour devenir fonctionnaires. À l'issue de la cérémonie, les outils de travail pour les activités retenues ont été remis aux autorités de la région. Et bien dans leur mot de bienvenue, les autorités de la région n'ont pas manqué de saluer cette initiative inédite de recrutement de 20 jeunes et la remise des outillages pour d'autres. Elles ont adressé leur chaleureux remerciements au président de la République et au ministre du Travail. Nous avons avec vous les jeunes lauréats qui ont été issus du tirage au sort qui a été opéré dans cette même salle il y a une semaine de cela. Aujourd'hui également, dont le ministre va lancer lui-même le résultat du concours dans des cadres qui ont eu lieu aussi au LIC. Et à cet égard-là, je voudrais avant tout féliciter les membres du comité régional multisectoriel d'approbation qui ont vraiment fait un travail énorme. C'était un travail bénévole, mais c'était un travail énorme. Avec les préfets et moi, nous avons voulu associer tout le monde
pour que ces tirages au sort, pour que ces concours soient le plus transparents possible. Ce n'est qu'un début, et ces cadres vont venir renforcer l'administration au niveau de la région, que ce soit au niveau de la préfecture, mais au niveau également du conseil régional. C'est la première fois que les régions auront cette opportunité. Et donc vraiment une dernière fois, donc un chapeau à tous les membres qui sont devant nous ici. Comme vous l'avez vu, donc on a fait un tirage au sort devant tout le monde. On a voulu mettre une urne transparente. On a voulu associer dans tout le monde pour que le jeune puisse passer ça. Et à chaque fois qu'il y aura donc autant d'opportunités, Inch'Allah, nous allons faire en sorte que, donc, que ce soit au niveau du concours ou bien que ce soit au niveau du tirage, qu'il y ait le plus de transparence possible. Et pour sa part, le secrétaire d'État à la décentralisation, Mohamed Alamis, a souligné que le résultat d'aujourd'hui découle des acquis de la politique de la décentralisation et qu'elle rentre dans le cadre du renforcement des capacités en matière de ressources humaines. Voici les propos du secrétaire d'État. Résoudre ce problème, c'est vrai, c'est un problème national, international. Ce n'est pas vraiment la question du chômage, ce n'est pas quelque chose qu'on peut juguler par un coup de magique, mais vraiment, il y a des stratégies qui ont été mises en place pour ça. Donc, après avoir mûrement réfléchi, déjà, les premières étapes ont été lancées. Donc, les résultats de concours qu'on va livrer aujourd'hui à Obok, d'une manière similaire, ça va être livré dans chaque région. Donc, la supervision de la partie nord du pays est assurée par moi-même en tant que ministre de la décentralisation. Mais mon collègue, le ministre du Travail, il va couvrir la région du Sud. Mais le plus important que je peux noter en tant que ministre de la décentralisation, réfléchir localement, impliquer localement, passer quelque chose localement, et puis ces mêmes bénéficiaires, le mettre à la disposition des régions de l'intérieur chez eux pour que chacun soit acteur et catalyseur de ses propres développements. C'est in fine, c'est la finalité finale de la politique de décentralisation qui est très chère au président de la République. Merci. Après le sud, la caravane médico-chirurgicale a fait cap au nord en commençant les activités dans la ville blanche de Tadjoura. En effet, cette caravane a vu le déplacement de plusieurs médecins spécialistes pour prodiguer des soins de qualité sur place au profit de la population de Tadjoura. La gynécologie obstétricale, la pédiatrie, la pneumologie, la stomatologie, l'ophtalmologie et la médecine générale étaient de la partie. Le préfet de la région et le président du conseil régional ont effectué une visite de supervision sous les explications avisées du médecin-chef de Tadjoura, Dr Dimbio. En nouvelle du monde, cette fois, je vous le disais en titre, la nouvelle épidémie a probablement déclenché par une personne affectée il y a 5 ans. Il s'agit de l'épidémie d'Ebola. Ebola sévit de nouveau en Guinée depuis fin janvier. Au moins 18 personnes ont été affectées par le virus et 9 en sont mortes dans ces pays d'Afrique de l'Ouest. Une résurgence qui évoque de tristes souvenirs. Entre 2013 et 2016, la pire épidémie d'Ebola a fait plus de 11 300 morts pour quelques 28 600 cas recensés à plus de 99% en Guinée, le Libéria, la Sierra Leone. Un bilan vraisemblablement sous-évalué, indique l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.